bienvenue dans le monde de Chris Ware, qu'on peut peut-être considérer comme le plus grand auteur de bande dessinée d'aujourd'hui, à la fois un amoureux de son histoire et un inventeur de formes. Quelqu'un qui n'a jamais cessé, dès ses débuts, de poser des questions sur ce qu'il pouvait faire du médium bande dessinée et qui s'y emploie depuis une quarantaine d'années bientôt, avec une énergie et une conviction qui laisse un petit peu pantois quand on voit un petit peu l'ensemble de sa production. Au début des années 90, il crée toutes sortes de petits fascicules qui impressionnent directement la communauté bande dessinée. C'est pas signé, on a l'impression que c'est un collectif, et en fait, toutes ces petites revues, Acme Novelty Library, sont le laboratoire de son œuvre. On les voit émerger, et c'est petit à petit que le nom de Chris Ware apparaît. Il y a une telle minutie, un tel soin de tous les détails, qu'on avait l'impression qu'il fallait une équipe complète pour réaliser ça. Et dès le début, à l'intérieur de cette revue, il développe des tonnes de pistes différentes, des récits différents, des formes différentes, à l'image des formats même de la revue, qui changent de dimension, de support, de pagination. Et à l'intérieur de ces revues se développent plusieurs univers simultanés, parallèles, qui formeront par la suite des collections de récits tels qu'on les connaît. Alors, il y a un élément qui est tout à fait emblématique, c'est ce dessin qui en fait est le dessin d'un présentoir qu'il y avait dans quelques librairies et qui permettait de glisser tous les petits fascicules de formats différents de Acme Novelty Library. Donc c'est à la fois un objet publicitaire et en même temps c'est un objet d'une élégance folle. Et quand on commence à le regarder, on voit toute la trajectoire de la fabrication et de la distribution. Il y a toujours ces différentes lectures chez Chris Ware. D'abord un objet décoratif, esthétique, plein de références, et en même temps toujours une histoire qui se raconte. Donc il faut imaginer que lorsque ces éditeurs lui ont demandé et proposé de travailler sur ce qui devait être une forme de PLV, donc un objet plutôt, pas le genre d'objet sur lesquels on s'attarde habituellement de la part d'un éditeur, lui a vraiment voulu composer quelque chose qui a été agrandi 2 fois. Donc là on a vraiment une idée de la dimension qui est tronquée. Il faut imaginer qu'on entre dans une librairie, qu'on a un présentoir d'1,80 m. En couleur bien sûr. En couleur bien sûr, et puis qu'on a des espèces de cases qui ressortent avec ces revues de différents formats tels qu'on les a vus précédemment, qui sont disposées, voilà. Donc une manière un petit peu d'appeler le regard qui sort un petit peu aussi de l'ordinaire dès le début, y compris sur ce genre d'objet. Jimmy Corrigan, c'est le livre qui a fait connaître Chris Ware. C'est un livre qui a eu des prix partout dans le monde, qui a eu le Grand Prix à Angoulême, qui a eu des prix aux États-Unis. Un énorme livre, donc des dimensions qui ne sont pas celles de la bande dessinée aujourd'hui, à partir d'un matériau assez autobiographique, puisque c'est la quête du père. C'est la quête du père qu'il n'a pas connu. C'est vraiment le livre qui a placé Chris Ware sur l'échiquier des auteurs contemporains qui comptent. Pour plein de raisons, pour plein de bonnes raisons. C'est un ouvrage qui explorait la matière bande dessinée, qui a raconté quelque chose de plutôt touchant, et puis qui faisait preuve d'une inventivité formelle, dans laquelle on a peut-être pu enfermer Chris un peu rapidement, en se disant, voilà, quelqu'un qui joue beaucoup avec le langage de la bande dessinée, est-ce qu'il nous raconte forcément des choses passionnantes? Il y avait quelque chose de très touchant, d'assez personnel, qui pouvait s'adresser à une partie du lectorat. Mais très vite, il va déployer d'autres choses que cette expérience presque autobiographique, on peut le dire. Et comme le disait Benoît, il y a beaucoup d'éléments très, très personnels qui faisaient écho avec beaucoup de choses que les lecteurs ont pu découvrir. Jimmy Corrigan, c'est un album qui est assez mélancolique de prime abord, puisque c'est une sorte d'employé un peu minable. Souvent, quand Chris Ware se représente, et surtout dans ses histoires anciennes, quand il se met en scène, c'est sous un jour auto-ironique et peu favorable. Et donc, on a du mal au début à être vraiment touché par cette quête, mais petit à petit, on entre vraiment dans un monde qui est à la fois nourri de références au passé. C'est Chicago, c'est le Chicago de l'exposition universelle de 1893, etc. Et en même temps, toute la société contemporaine et toutes sortes de difficultés relationnelles des gens entrent aussi dans l'histoire. Chaque page de Chris Ware, parce qu'il faut les imaginer comme des pages horizontales, chaque page de Chris Ware est le lieu d'une invention. Par exemple ici, on voit la recherche du père, à quoi va ressembler ce père qu'il ne connaît pas, une série de variations sur des crânes à peu près chauves, avec ou sans lunettes, ces visages masqués, c'est moi Jimmy, c'est moi, c'est moi. Et voilà, le lecteur, il est pris, non pas dans la succession des cases de gauche à droite, de haut en bas, bien sagement rangées, mais dans une perception globale. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est très très fort chez Chris Ware, très étonnant et qui se prête très bien à l'exposition, c'est que chaque page est une entité qu'on reçoit d'une certaine façon immédiatement avant de la déchiffrer plus longuement. Son ouverture sur l'objet livre, prend tout son sens. Dès la fin de l'épopée de Jimmy Corrigan, on va dire, il se met à développer d'autres choses, dont notamment un projet qui sera assez marquant
dans son parcours, c'est Building Stories, qui est un ensemble de récits assez incroyable, qui a une boîte objet, une boîte mystère dans laquelle plusieurs récits se superposent, un espèce d'entrelac de récits, un millefeuille d'histoire, dont on a la chance de pouvoir partager certains des objets au-delà des originaux et puis des quelques travaux parallèles. On a la joie de plonger dans les arcanes et dans le génie de Chris Ware à l'œuvre. C'est le carnet de recherche qu'on montre là, qui est un carnet de recherche comme plein d'auteurs peuvent s'employer à utiliser, mais en regardant de près les petites annotations et puis la manière dont Chris fonctionne, on découvre un petit peu que la précision n'est pas que dans l'objet final, mais elle est aussi dès le départ dans la moindre attention formulée. Et puis dans le même temps, il y a cette ouverture de Chris Ware au monde, s'il fallait faire court évidemment, là où les livres précédents, les travaux précédents tournaient autour de sa personne, de son ressenti, de son vécu, des choses qu'il pouvait essayer de mettre en avant, relevaient vraiment de son expérience à lui. Subitement, il y a tout un mécanisme qui se met en place d'ouverture au monde, de générosité, d'empathie aussi. Les personnages sont un peu plus diversifiés en termes de caractère, d'approche du monde. Et tous ces personnages qui se s'entrecroisent montrent à quel point on a un auteur qui s'intéresse à son présent et qui n'est pas juste un nostalgique comme il pouvait essayer de le montrer précédemment avec ces espèces de passions qui sont toutes alignées les unes après les autres dans ces livres. Là, subitement, on a un champ qui s'ouvre. Alors c'est très curieux parce qu'il y a à la fois un côté très romanesque, une plongée dans les personnages, et puis il y a des aspects plus étranges, plus ludiques. Par exemple, une des sections, un des albums que l'on suit est consacré à une abeille. Alors voilà, tout d'un coup, on change de focus et on est vraiment avec un détail, en suivant l'histoire d'un tout autre point de vue. Et c'est ça aussi l'invention de Chris Ware. C'est aussi cette manière de nous surprendre, de changer de focale, de nous obliger à voir les choses sous un autre angle, toujours avec beaucoup de générosité. Parce que ce n'est pas une œuvre froide, contrairement à ce que certains pensent, ce n'est pas une œuvre formaliste, c'est une œuvre d'invention. Mais cette invention concerne aussi les contenus et les personnages et les émotions. Et pour autant, ce petit récit d'abeille, il a toute sa place. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur un autre récit, le personnage principal est dans la cuisine. Sur la cuisine, il y a un pot de fleurs sur le bord de la fenêtre. Autour du pot de fleurs, on voit une petite abeille. Ce qui n'est qu'un détail qui ne représente même pas 1 millimètre sur le journal qu'on lit, se retrouve au centre se retrouve être le personnage principal d'un récit à part entière. Bon, c'est une manière, une fois de plus, de développer l'ampleur de son propos. Et puis c'est l'occasion aussi pour lui de s'amuser à quelques expériences. En jouant sur la diversité des formats, il exploite vraiment les dimensions de la page au point de pouvoir caser un dessin de sa propre petite fille à l'âge qu'elle avait au moment où il dessinait cette page. Bon, grandeur nature. Toujours dans l'ouverture au monde qui peut suivre l'évolution de l'auteur, ces dernières années, on assiste de plus en plus à quelque chose de flagrant, c'est-à-dire que cette ouverture, elle passe par un portrait de plus en plus précis de la société nord-américaine actuelle, avec le nombre incalculable de choses sur lesquelles on pourrait revenir, les laissés pour compte, l'injustice sociale, le racisme évidemment. Toutes ces choses-là, la situation générale aux États-Unis est un matériau dont Chris a l'air de s'emparer de plus en plus, j'allais dire de chapitre en chapitre davantage. Oui, il y a eu chez lui une ouverture grandissante au monde. On avait l'impression au départ de quelqu'un d'un peu refermé sur son univers, d'un peu craintif. Et même dans son tempérament, dans son discours, il a profondément changé. La bande dessinée l'a transformé lui-même. Et ça, je crois que c'est une des plus belles choses qu'une œuvre puisse faire, c'est de créer petit à petit son auteur. Ça n'a pas été forcément si naturel que ça. Il s'est posé beaucoup de questions. Il était englué dans des mécanismes, lui-même le reconnaît. Comment il s'empare subitement du portrait et de la vie et de l'histoire qu'il veut raconter d'un personnage féminin afro-américain. C'est quelque chose qui pose question dans une période où on questionne avec légitimité ou pas la question de l'appropriation culturelle. Lui arrive à éviter tout ça en le faisant de manière très subtile, très juste, avec un regard vraiment plein de générosité, d'empathie, d'observation, de minutie. Alors en même temps, dans un livre complexe comme Rusty Brown, on est frappé d'une dimension joyeuse, ludique, enfantine, par exemple avec ces petites figurines qu'il a fabriquées lui-même, car c'est un bricoleur. Et donc ces personnages, dont l'un d'ailleurs est un autoportrait, ces personnages, on les retrouve comme ça, comme dans les bandes dessinées de son enfance, comme dans l'univers qu'il a nourri en même temps. Et ces différentes lectures, cette possibilité de s'adresser aussi
à l'enfant, ou en tout cas à l'enfant en chacun de nous, c'est une des dimensions très étonnantes de Chris Ware. Ce n'est pas une œuvre fermée, ce n'est pas une œuvre en un sens qui voudrait jouer le grand art, le sérieux, etc. Il s'y mêle plusieurs dimensions. Il fait une lunchbox, une boîte à déjeuner avec toutes les images de l'album. À d'autres moments, il fait un puzzle avec Building Stories. Il y a chez lui quand même une dimension ludique qui est toujours restée présente. Ouais, c'est ça. Dès le début, on a enfermé un peu rapidement peut-être d'ailleurs, Chris, dans des considérations personnelles sur l'existence et la vacuité de la vie, mais on sent bien que même s'il est lucide et que c'est quelque chose qui compte pour lui, de mettre le doigt sur ces questions-là, que cela ne l'empêche certainement pas de s'amuser, lui et ses lecteurs d'ailleurs, parce que quand il compose ses pages, il raconte une histoire qui peut paraître dramatique, sombre, froide, alors qu'en fait il suffit de s'arrêter sur une ou deux cases, sur un ou deux détails pour se rendre compte que la fantaisie apparaît à chaque coin. Comics & Co. Parce qu'il y a chez Chris Ware évidemment l'art de la bande dessinée poussé au son maximum, un art qu'il aime et dont il connaît parfaitement l'histoire et la contemporanéité, mais il y a en même temps l'ouverture, des couvertures de magazines, des affiches, des objets, des petits films d'animation. Il y a quelque chose chez lui qui témoigne d'une ouverture grandissante aussi à toutes les formes que le dessin narratif peut prendre. Absolument. On a par exemple eu la joie de découvrir dans ce qu'on pouvait montrer quelques originaux des travaux qu'il a consacrés au ragtime, qui est vraiment un genre musical pour lequel il a une appréciation assez conséquente. On a essayé de montrer quelques exemples aussi de son rapport à l'architecture, qui est quelque chose qui nourrit l'ensemble de son œuvre depuis le début et jusqu'à ses derniers travaux. Tout ça sont des choses dans lesquelles il faut picorer pour apprécier à sa juste valeur l'étendue de son talent. On peut voir aussi la minutie avec laquelle, lorsqu'on lui propose de travailler sur la réalisation d'un puzzle, la manière dont il va dire « oui, d'accord, je veux bien le faire, mais à la condition expresse que je fasse moi-même la forme des découpes de chacune des pièces ». On peut imaginer que tous les créateurs à qui on propose de faire un puzzle qui ressemble à un produit dérivé habituellement n'ont pas forcément cette exigence-là. Donc il y a des petites pièces là dans ce puzzle qu'il a fallu fabriquer spécialement en sortant du standard. Donc le fabricant japonais s'est un peu arraché les cheveux, mais au prix de quelque chose de complètement extraordinaire, avec évidemment tout un jeu de mise en abîme. Ça c'est vraiment en permanence chez Chris Ware, cette idée du dessin dans le dessin, de l'histoire dans l'histoire, du détail caché. C'est véritablement quelque chose dont il ne peut pas s'empêcher. On n'en finit jamais réellement du vertige infranarratif de Chris Ware. Ceux qui croient qu'une bande dessinée, ça se lit vite, avec Chris Ware, ils ne sont pas déçus. Et malgré le temps infini et très très conséquent sur lequel il va passer du temps à travailler pour ses travaux d'illustration et puis toutes ces pistes qu'on a montrées, il a quand même énormément de temps à consacrer à sa famille notamment, évidemment, mais aussi à quelques petites manies et quelques petites passions, comme le bricolage. Il a appris la menuiserie à l'université. Il en a gardé le souvenir d'une pratique qui lui apporte véritablement, au point de régulièrement revenir sur des petites constructions à l'attention de sa fille. Là, on voit des petites constructions pour l'anniversaire de Clara, sa fille. On voit l'une de ses maisons avec la famille Ware sur le perron avec Chris, Marnie, sa femme, Clara, les petits chats. Voilà, une manière de dire aussi, oui, je passe énormément de temps et beaucoup de minutie sur l'ensemble de mes projets, mais malgré ça, je ne dois pas dormir beaucoup parce que je trouve le temps de faire aussi tout ça à côté. Ben, on peut finir par l'affiche qu'il a créée pour l'exposition, parce qu'on peut dire que cette exposition l'a beaucoup passionné et qu'il l'a suivi de loin, et que quand il a dessiné une affiche, il voulait à la fois rendre hommage aux bibliothèques, au Centre Pompidou, dont l'architecture l'avait marqué dès son enfance, quand il en avait vu de premières images, et en même temps nous raconter tout son parcours, mais sous une forme discrète et subtile, c'est pour les connaisseurs. Donc il y a plusieurs lectures de cette image. Ici, on en voit l'original. En couleur, elle est extrêmement puissante. Et évidemment, la gamme de couleurs de l'affiche rappelle directement les couleurs si caractéristiques du centre. Et puis l'objet en lui-même, si on s'approche, on voit qu'il est l'écho direct de tout ce qu'il a fait. Donc au-delà du fait, comme le disait Benoît, de revenir sur l'intégralité de son parcours, on voit citer plusieurs livres, mais on voit les personnages qui s'entrecroisent et qui racontent quelque chose. On voit Chicago. On voit Chicago, on voit vraiment beaucoup de choses. Mais on voit aussi qu'une fois de plus, lors d'une composition d'affiches, il aurait pu se contenter de faire un dessin et puis d'ajouter des informations typographiques
de manière numérique après, mais non, c'est ChrisWare. Donc tous les ajouts sont faits, tout le lettrage est fait ou refait maintes fois. L'ancrage aussi. On voit un peu une technique et une manière de faire qui n'est pas forcément celle qui prime en 2022. Alors, j'entends encore ChrisWare dans la réunion préparatoire avec les équipes du Centre Pompidou et de la BPI où on lui disait « vous faites le dessin et puis nous on rajoutera toutes les mentions écrites parce qu'on a une charte ». Et ChrisWare dit « non, je ne le vois pas exactement comme ça, vous allez m'expliquer les contraintes et je vais tout placer moi-même ». Et ça a été une négociation et en même temps, quel hommage au centre de redessiner son logo, de dessiner les logos des sponsors, de réintégrer tous les éléments, à la fois dans le respect et dans la manière de transcender la commande. Et malgré les récompenses, malgré les awards, malgré les trophées, c'est quelqu'un qui, alors je ne sais pas s'il a sauté de joie lorsqu'on lui a proposé cette possibilité, mais on voit qu'il s'est emparé de la proposition d'illustrer lui-même cette invitation qui lui a été faite. C'est pas mal en même temps d'être exposé au Centre Pompidou. Je crois que même pour un Américain de Chicago fêté dans le monde entier, avoir une expo à la BPI, accessible à tous, ouverte pendant tout un été et un peu au-delà, c'est quelque chose à quoi il est sensible. Hein. La France compte, c'est quand même un des pays qui a aimé son travail depuis le début. Il a eu le Grand Prix au Festival d'Angoulême, il est ici au cœur de Paris dans un bâtiment qu'il adore. Bah, ça valait bien le coup de faire une affiche. Hein.